Votre ETF perd 2%. Vous cherchez la mauvaise nouvelle, mais vous n'en trouvez pas. Et si une partie de cette baisse venait du fonctionnement du marché lui-même? C'est en tout cas ce qu'affirme une étude récente de l'UCLA. La volatilité du marché américain aurait plus que doublé depuis les années 50. Et ça, sans que l'économie soit 2 fois plus instable. Et dans le même temps, la manière de négocier a complètement changé. Avant, pour vendre des centaines d'entreprises, il fallait multiplier les ordres. Aujourd'hui, on le fait en un seul clic. Et cette évolution contribuerait à des mouvements violents à court terme. Et pour comprendre comment, il faut s'intéresser au concept de volatilité. La volatilité, c'est tout simplement l'ampleur des mouvements sur une période donnée. Prenons deux placements. Les deux commencent l'année à 100 euros et la terminent à 110. Entre les deux, l'un progresse presque linéairement et l'autre monte à 120, chute à 91, repart à 130, retombe à 110. La performance finale est la même, mais le chemin, il n'a rien à voir. Donc la volatilité, c'est ça. Le rendement, c'est un petit peu, si vous voulez, la destination, et la volatilité, c'est tout simplement la violence du trajet. Et psychologiquement, c'est ce qui fait craquer beaucoup d'investisseurs. Alors maintenant, on doit définir de quel type de volatilité on parle. On parle ici de la volatilité réalisée. Alors, c'est un terme un peu technique, mais il veut simplement dire la volatilité qui a réellement eu lieu, c'est-à-dire les mouvements qui se sont vraiment passés dans les prix. Et pour mesurer la volatilité quotidienne de chaque époque, les chercheurs prennent une période de 5 ans. Au début de leur période, en 1955, la volatilité est autour de 9%. En 2025, elle dépasse les 20%. Autrement dit, la volatilité quotidienne a plus que doublé. Et en 70 ans, les variations sont devenues beaucoup plus dispersées. Et à ce stade, on pourrait avoir une objection presque évidente. On pourrait se dire, peut-être que cette augmentation de la volatilité, elle est liée à des phénomènes historiques majeurs. Par exemple le Covid, le crack de 87, les subprimes. Peut-être que ces événements sont tellement extrêmes qu'ils tirent toute la moyenne à la hausse. Et les chercheurs vont tester cette hypothèse. Ils vont donc exclure toutes ces périodes. Et le résultat, presque aucun impact sur les chiffres trouvés. Donc ce doublement de la volatilité n'a rien à voir avec ces phénomènes extrêmes. Et en lisant cette étude, on se rend compte de quelque chose d'assez intéressant. On comprend donc que cette augmentation de la volatilité, elle a quelque chose de plus structurel que seulement des événements isolés. Et quand on regarde les données, peut-être la donnée la plus intéressante, c'est l'augmentation de la volatilité en fonction de l'horizon de temps. En fonction de l'horizon, la volatilité n'augmente pas de la même façon. À partir des rendements quotidiens, la hausse est de 127%. Avec les rendements hebdomadaires, elle tombe à 77%. Et sur les rendements mensuels, elle descend à 38%. Et maintenant, lorsqu'on dézoome jusqu'au rendement annuel, il n'y a plus aucune tendance comparable. On voit donc largement une corrélation entre l'horizon et l'augmentation de la volatilité. Plus l'horizon est grand, moins la volatilité est affectée. Le marché fait donc beaucoup plus de mouvements à court terme, mais une partie de ces mouvements finit par être corrigée. Alors je vais prendre un petit peu le temps pour vous expliquer ce concept d'horizon de la volatilité. C'est très important pour comprendre pourquoi la volatilité peut augmenter à court terme sans avoir d'impact à long terme. Imaginons que le marché, le lundi, prenne 2%, que le mardi, il en perde 1, et que le mercredi, il en reperde 1. On a donc des variations qui sont assez importantes, plus 2, moins 1, moins 1, mais pourtant à la fin, le marché est revenu au niveau initial. Si on regarde le marché de manière journalière, il est assez volatile. Par contre, si on regarde l'ensemble de la période, le prix d'arrivée et le prix de fin est presque le même. Il n'y a presque pas eu de volatilité. Et donc c'est exactement comme ça qu'on va avoir de la volatilité à court terme, mais pas de répercussions à très long terme. Et donc le terme un petit peu scientifique derrière ces mouvements, c'est l'autocorrélation négative des rendements. C'est-à-dire que chaque impact directionnel aura tendance à retracer dans l'autre sens. On aura une hausse et puis un retracement, une baisse et puis un rebond. Et donc maintenant, on sait que cette volatilité, elle augmente. Mais ça n'explique pas pourquoi. La première hypothèse, vous l'avez peut-être en tête, ça serait que l'économie serait devenue plus instable, plus volatile elle-même. Et c'est un petit peu la réponse logique. Et pour répondre à ça, on va comparer le PIB réel par habitant, la production industrielle, les profits des entreprises avec la volatilité du marché. Pendant la Grande Dépression, la bourse est très volatile, mais l'économie, elle l'est aussi. Et ce ratio augmente progressivement et explose à partir des années 70. Et là, on atteint des valeurs 4 fois plus élevées. Autrement dit, on observe un décrochage entre l'agitation des marchés et celle de l'économie réelle. La bourse devient agitée et elle devient surtout agitée relativement à ce qui se passe dans l'économie.
Donc, si cette hausse de la volatilité, elle n'est pas expliquée par l'économie, il faut donc chercher une autre raison. Et cette raison, elle pourrait se cacher dans la manière dont on négocie. Dans les années 50, un investisseur qui voulait s'exposer au marché devait acheter les entreprises une par une. Une banque, une société industrielle, une valeur technologique. On pouvait bien sûr construire un portefeuille diversifié, mais c'était très difficile d'acheter instantanément l'ensemble du marché. Puis c'est l'arrivée des fonds indiciels. C'est le grand boom des ETF que vous avez tous aujourd'hui en portefeuille. Aujourd'hui, on peut acheter ou vendre l'exposition à plusieurs centaines d'entreprises en quelques secondes. Et on peut aussi le faire quasiment toute la journée grâce au futur. Donc, on est passé d'un marché où on négocie surtout des sociétés une par une, de manière séparée, à un système où on traite directement le marché dans sa globalité. Mais pourquoi ça changerait la nature des mouvements? Alors, imaginons deux situations. Dans la première, un investisseur vend une banque. Un autre achète une entreprise technologique. Un troisième vend un constructeur automobile. Et un quatrième achète une société pharmaceutique. Les ordres sont dispersés. Une partie des achats et des ventes peut se compenser. Le risque reste en grande partie propre aux entreprises concernées. Dans la seconde situation, on prend un gros acteur qui vend le S&P. Là, c'était plus la même chose. Il ne vend pas une seule société, il vend en même temps les techs, les banques, les industries, les entreprises de santé, les groupes énergétiques et toutes les autres composantes de l'indice. Donc, le choc touche le marché en entier. C'est ce qu'on appelle un choc systématique. Le mouvement n'est pas lié à une entreprise individuelle, mais la touche quand même. Et c'est très différent d'un mouvement provoqué, par exemple, par un mauvais résultat ou la démission d'un dirigeant, un scandale, etc., etc. Alors, pour mesurer ce phénomène, on va construire un indicateur qu'on appelle le market volume beta. Alors, le terme est un peu technique, mais c'est assez simple. On part du principe que si l'investisseur négocie l'indice en entier, le volume sur une action devrait être égal à son poids dans l'indice. Une entreprise qui représente 5% du marché devrait représenter 5% du volume. Une société qui pèse 1% devrait représenter 1% du volume. On compare donc chaque jour le poids de chaque action et ça part dans les volumes. Et notre indicateur passe de 0,4 dans les années 60 à 0,8 aujourd'hui. Les volumes sont devenus beaucoup plus proches de ceux d'un marché négocié comme un seul ensemble. Et on retrouve cette même évolution dans les prix. On revient aux années 60, 19% des mouvements d'une action sont liés au marché général. Et aujourd'hui, cette part, elle est de 35%. Autrement dit, le trading devient plus collectif. Les actions, elles ont plus une tendance à se corréler, à monter et à baisser ensemble. Mais une corrélation, ça ne suffit pas. Jusqu'ici, on a deux phénomènes. Le trading indiciel augmente et la volatilité augmente aussi. Et ce qu'on va donc chercher à démontrer, ce n'est pas une corrélation, c'est une causalité, que l'un provoque l'autre. Et pour cela, on va étudier trois événements historiques qu'on a à notre disposition. Et le premier, c'est l'expérience du mercredi fermé. En 1968, la bourse de New York est complètement dépassée. Le volume de transactions devient trop important et c'est impossible à gérer pour les systèmes de l'époque. Donc, si le traitement administratif ne suit plus, la décision, c'est de fermer le mercredi pendant plusieurs mois. On a donc un mercredi où l'économie continue de fonctionner, les entreprises produisent, les consommateurs achètent, les nouvelles sortent, mais le marché, lui, il reste fermé. Et si les mouvements de prix viennent uniquement des informations, celles du mercredi devraient être répercutées sur le jeudi. Le rendement du jeudi serait donc plus important puisqu'il absorberait 2 jours de nouvelles au lieu d'un seul. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Les mouvements du jeudi ne doublent pas et la volatilité hebdomadaire baisse même de 10%. Un jour de négociation disparaît et une partie des mouvements disparaît avec lui. Nous sommes donc sûrs d'une chose, le marché ne se contente pas d'enregistrer des informations. On va donc devoir s'intéresser à la quantité d'heures de négociation disponibles. Et pour ça, on a plusieurs sources très intéressantes. En étudiant l'impact de plusieurs modifications des horaires, la suppression du trading le samedi, les fermetures du mercredi, les journées raccourcies et les extensions progressives, on arrive à une estimation de cet impact. Une hausse de 10% des heures augmente le volume de 10%, mais elle augmente de 14% la volatilité. Plus le marché reste ouvert, plus les investisseurs négocient et plus ils font bouger les prix. Et notre dernière expérience, elle a lieu en 1997. Le 9 septembre, les contrats E-mini futurs sont lancés sur le S&P 500. Et leur intérêt est simple, ils permettent de négocier l'indice en dehors des horaires de négociation habituels. Donc, lorsque la bourse est fermée,
pendant la nuit, ces contrats restent ouverts. On peut donc comparer ce qui se passe juste avant et juste après leur arrivée. Et le changement est assez net. Les volumes sur les futurs augmentent fortement, le marché américain devient plus volatile la nuit, et pour mesurer ça proprement, on ne regarde pas uniquement le S&P. On compare d'abord ces mouvements nocturnes à ces mouvements pendant la journée, puis on fait la même chose pour les actions individuelles. Ce qu'on cherche ici, c'est distinguer le mouvement du marché global avec les variations précises d'une entreprise. Et le résultat est frappant. En quelques mois après le lancement, l'indicateur passe de 0,8 à 1,35, soit une hausse de 70%. Les mouvements overnight du marché deviennent plus importants si on les compare à ceux de la journée et surtout face aux actions individuelles. Ce qu'il se passe, c'est qu'au moment précis où l'on rend l'indice plus facile à négocier la nuit, c'est le mouvement collectif du marché qui s'amplifie. Mais cette première comparaison, elle est ciblée autour de 1997 sur les quelques mois après l'introduction de ces contrats. On va donc élargir l'analyse sur les 30 années suivantes. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, on va d'abord prendre la part des mouvements nocturnes qui entraînent tout le marché. Puis, on va estimer combien cette hausse ajoute à la volatilité totale. Au début de cette période, les variations du marché correspondaient à environ 11% de la volatilité annualisée. On parle ici d'une volatilité calculée à partir des mouvements du marché, puis qu'on exprime sur une échelle annuelle. Et si on ajoute uniquement la contribution estimée du trading nocturne sur futur, cette même volatilité atteint 13,8%. Ce qu'on peut appeler le canal overnight apporte donc 25% de volatilité supplémentaire. Sur les 30 dernières années, le trading nocturne pourrait expliquer environ la moitié de la hausse de la volatilité. Mais on est en droit de se demander comment le trading d'un indice peut amplifier les mouvements du marché. Alors c'est assez simple. Lorsqu'on a un gros ordre vendeur, il arrive sur le marché et il faut trouver suffisamment d'acheteurs en face. S'ils ne sont pas assez nombreux au prix actuel, le prix peut baisser. Et ça pour attirer de nouvelles contreparties. C'est ce qu'on appelle l'impact de marché. Sur une seule entreprise, cet impact reste concentré, mais sur un indice, il se transmet à toutes les actions en même temps. Alors bien sûr, vous achetez votre ETF et vous le gardez 30 ans, vous êtes un investisseur passif. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le marché, il y a d'autres acteurs qui, eux, vont acheter, vendre, et ça, toutes les secondes. Et ce qui a surtout changé, c'est la facilité avec laquelle, en une seule opération, on peut acheter ou vendre l'ensemble du marché. Alors ici, je ne suis pas en train de vous dire que les produits indiciels sont mauvais. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont détruit le marché. Au contraire, les produits indiciels ont permis de démocratiser l'investissement, de baisser les frais, et ce sont des produits qui permettent une diversification très simple pour la plupart des investisseurs. Mais ils ont aussi rendu plus facile la négociation du marché comme un seul ensemble. Alors revenons à notre baisse de 2%. Notre ETF perd 2%. Bien sûr, cette baisse, elle peut être liée à une vraie dégradation de l'économie. Mais elle peut aussi être amplifiée par des ventes forcées et des stratégies de réduction du risque. Et souvent, on a les deux en même temps. Une information lance le mouvement et les flux l'accélèrent. Puis une partie de la baisse disparaît lorsque la pression retombe. On peut donc avoir une séance très violente sans véritable catastrophe économique. Quand le marché chute, on a souvent envie d'agir immédiatement. Mais avant de vendre, il faut regarder qu'est-ce qui a réellement changé. Est-ce que les bénéfices futurs sont durablement menacés? Est-ce que l'horizon d'investissement a changé? Et si une baisse de 2% suffit à vous faire paniquer, est-ce que le portefeuille n'était pas simplement trop risqué pour vous? Avec la volatilité, le principal danger, il est psychologique. C'est la mauvaise décision prise sous le coup du stress, de l'euphorie ou de la peur. Alors n'oubliez pas qu'une chute rapide ne vous forcera jamais à prendre une décision précipitée.